Bienvenue dans la Méridienne, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Le 28 janvier dernier, le Sénat rejetait par 191 voix contre 122 l'ensemble de la proposition de loi sur l'aide à mourir, l'aboutissement d'une séquence parlementaire houleuse qui a vu le contenu du texte changer drastiquement, notamment suite à un amendement déposé par des proches de Bruno Retailleau. Alors que le texte est de retour à l'Assemblée nationale depuis ce lundi 16 février, on en parle aujourd'hui dans la Méridienne avec le docteur Denis Labeil. Bonjour à vous. Bonjour. Denis Labeil, vous êtes médecin, ancien chef de service au sein de l'hôpital sud-francilien dans l'Essonne. Vous êtes également président d'honneur et porte-parole de l'association Le Choix, citoyen pour une mort choisie. Avant de revenir en détail sur le contenu des débats parlementaires en cours, je voulais revenir un petit peu sur votre engagement personnel auprès des patients. Ça remonte à déjà plusieurs années, plusieurs décennies même. Oui, tout à fait. J'ai derrière moi 40 ans de vie hospitalière, hôpital public. Et je suis dans une spécialité, la gastro-entérologie, qui est en contact de la fin de vie, ce qui n'est pas le cas de toutes les spécialités médicales, ce qui n'est pas le cas de la chirurgie, ce qui n'est pas le cas d'autres spécialités. Donc je connais bien le problème et ce n'est pas un sujet que j'ai abordé avec idéologie, ce sont les malades qui m'ont formé, c'est les malades qui m'ont appris la diversité de leurs demandes. Et donc, comme on n'a aucune formation en tant que médecin ou infirmière, c'est extraordinaire, mais on n'a aucune formation ni sur la souffrance ni sur la fin de vie. Je me suis formé personnellement et j'ai réfléchi beaucoup au sujet puisque j'ai écrit 2 livres sur ce problème. Un qui est paru en 2007 qui s'appelle Pitié pour les hommes et un autre qui est paru récemment chez Plomb et qui s'appelle Le médecin, la liberté et la mort et qui est plein d'anecdotes de ce que j'ai vécu au cours de ces 25 ans de combat en faveur du choix des malades. Ouais, vous revenez souvent sur cet aspect-là. C'est vraiment une formation que vous avez suivie, entre guillemets, auprès justement des patients, de votre expérience personnelle. C'est vraiment quelque chose qui est venu sur le tas, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de formation. Et donc, ce qui est extraordinaire, ce que les gens ont oublié, c'est que dans les années 90, que j'ai connu à ce moment-là, il y avait une politique pour la fin de vie. Et que les gens ont décrié, mais qui finalement, selon les personnalités, abordaient le problème, je dirais, plus humainement que ce qu'on le fait aujourd'hui. Je m'explique. Quand vous étiez interne et que vous démarriez vos études, on vous apprenait, dans tous les services, quels qu'ils soient en médecine, que pour les personnes qui étaient en fin de vie, qui n'allaient pas bien, très mal, compte tenu de leur maladie grave, eh ben, on pratiquait ce qu'on appelait les cocktails lithiques, c'est-à-dire une association de 3 produits, l'argactyl, dolosal, Phénergan, et c'était à l'association de morphinique et de sédatifs. Et donc, chose importante, on augmentait rapidement les drogues pour que l'agonie soit brève. Et je dirais qu'une agonie brève, c'est même qui est demandé, exigé dans le serment d'Hippocrate, qui est en fait le serment du Conseil de l'Ordre, où il est tout de même marqué « Je ne prolongerai pas abusivement l'agonie ». Donc tout ça s'est fait jusqu'aux années 2005, lorsqu'il y a eu la première loi Leonetti, qui a tout chamboulé, et ensuite la deuxième loi Claes-Leonetti, qui n'a pas été une révolution. Et donc oui, depuis cette période donc des années 90, vous déplorez une perte d'humanité finalement dans la façon dont cette question est traitée aujourd'hui. Écoutez, c'était pas l'idéal, soyons clairs. C'était pas l'idéal parce que très souvent, on ne demandait pas l'avis des malades. On interrogeait la famille, on interrogeait le personnel, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait pas que ça dure. Mais le malade n'avait pas sa liberté comme on le souhaite aujourd'hui. Et ça me semble fondamental. Néanmoins, le côté positif par rapport à aujourd'hui, c'est que l'agonie était brève, contrairement à ce qu'a proposé la Haute Autorité de Santé à la suite de la loi Claes-Leonetti, qui, contrairement à l'intitulé sédation prolongée et jusqu'au décès, la réalité est tout autre. La méthodologie impose la déshydratation du corps, ce qui est une absurdité médicale, absurdité, c'est inutile et cruel, et impose une sédation fluctuante, c'est-à-dire que vous injectez un produit, la personne tombe dans la somnolence,
mais ça n'a rien d'une anesthésie générale parce qu'il revient à la surface. Il retrouve ses douleurs, hein, ses souffrances insupportables. Et s'il n'y a pas un médecin pour réinjecter le produit, eh ben, il se retrouve pendant un temps X dans une situation qu'il a essayé de fuir. Et ça dure parce qu'il faut que le médecin obtienne une sédation intermédiaire entre un coma trop profond et un coma superficiel. C'est une absurdité méthodologique, ce qui explique l'échec de cette méthode. L'échec. On dit que les médecins ne connaissent pas la méthodologie. C'est faux. Ils connaissent, mais les politiques ne la connaissent pas, très souvent. De même que tous les groupes sociologiques qui parlent de cela sans savoir de quoi on parle. Donc, c'est une méthode que je récuse. Dans la loi Leonetti-Claes-Leonetti, il y avait d'autres aspects que je soutiens, les soins palliatifs, les directives anticipées, encore que je souhaite qu'elles soient, pas seulement consultatives, mais exécutives. Il y avait aussi le refus des traitements inutiles. Ça, c'était déjà inscrit dans le conseil, dans le truc médical, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis voilà, donc il y avait des côtés qui paraissaient positifs, en fait, qui étaient déjà inscrits dans la loi, et sauf les directives anticipées que ces lois ont apportées. Donc c'était un plus, mais un plus incomplet, puisque ces directives n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc oui, c'est un combat difficile qui existe depuis très très nombreuses années, alors que les pays qui nous entourent ont tous évolué, tous sans exception, même en Italie, même dans les pays catholiques comme l'Espagne qui a légiféré, Portugal qui a légiféré, l'Allemagne protestante qui vient de légiférer il n'y a pas très longtemps, la Suisse depuis 40 ans, la Belgique 25 ans, la Hollande pareil, le Luxembourg 10 ans. Voilà, donc on est à la traîne en France concernant ce problème que l'on n'arrive pas à résoudre parce qu'il y a un pouvoir conservateur considérable qui freine toute réflexion raisonnable et sérieuse sur le sujet. Et pourtant, les sondages, et il y a également une convention citoyenne qui l'a largement montré, une majorité de Français se dit favorable à cette évolution de la loi que vous défendez. Pourquoi, selon vous, cette majorité-là ne se traduit pas législativement parlant ? Alors, c'est tout à fait surprenant. Vous avez raison. C'est tout à fait surprenant. Toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites depuis 25 ans donnent toutes à peu près le même résultat. 80-90% des gens veulent que ça change et souhaitent que l'aide active à mourir soit possible. La Convention citoyenne, qui a été créée justement pour avoir un avis neutre, a montré que dans 75% des cas, les personnes qui étaient vraiment d'origine variée ont souhaité que l'on légifère sur l'aide active à mourir. Et puis, même sur le plan des députés, vous savez qu'en 2021, c'est-à-dire en avril 2021, les députés ont déjà voté au cours d'une niche parlementaire, c'est-à-dire une niche qui dure 24 heures, le premier article du projet de loi Falorni qui disait « On institue l'aide médicale, je ne dis pas médicale, pas le suicide assisté, l'aide médicale à mourir ». Et il y a eu une extrême majorité, 240 voix pour, 48 contre. Et les députés se sont levés, ont fait une ovation debout à M. Falorni pour avoir lancé ce débat. Voilà, et ça traîne, c'est 2021, vous voyez, et on est aujourd'hui en 2026, on est encore à savoir quand est-ce que la loi va pouvoir passer. Je rappelle qu'il y a eu déjà un premier débat au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui a été interrompu par le Covid, 8 jours avant le vote de la loi, puis la loi qui a été votée par les députés au mois de mai 2025, avec une majorité, 60% des députés. Et puis, voilà, il y a le Sénat, qui est tout de même extrêmement réactionnaire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui est représenté majoritairement par l'extrême droite et la droite. L'extrême droite est tout à fait d'accord pour parler au nom du peuple, sauf quand le peuple dit le contraire de ce qu'il pense. Et ça m'énerve. Donc, il y a une opposition stupide, ridicule, des sénateurs par rapport au vote de leurs collègues députés. Voilà, c'est assez incompréhensible et on avance toujours. Alors là, la Chambre vient de reprendre son texte initial, donc on est reparti pour un tour. On pourrait dire c'est fini. Eh non, c'est pas fini.
on va relancer au Sénat pour que le Sénat relance à la Chambre. Bref, c'est sans fin. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce blocage donc, qui Alors, s'éternise. ce blocage, ah ben, moi je dirais il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a des raisons d'ordre médical, parce que les instances médicales, j'entends le Conseil de l'ordre des médecins, a toujours été opposé à toutes les réformes sociologiques. Toutes. Donc, ils gardent une position très ferme là-dessus, encore que récemment, ils ont fait une analyse à l'intérieur du Conseil de l'ordre des médecins, montrant qu'il y avait tout de même plus d'un médecin sur trois du Conseil de l'ordre qui était pour une évolution de la loi. Deuxièmement, c'est que les médecins, le Conseil de l'ordre s'appuie derrière le serment d'Hippocrate. Or, le serment d'Hippocrate, c'est je dirais, une fumisterie littéraire, en ce sens qu'il n'y a pas de serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate a été complètement transformé un nombre de fois, et du reste, quand vous verrez sur Internet, la dernière version, date de 2012 et réalisée par le Conseil de l'ordre des médecins. Voilà. Alors ça, il y a l'opposition de la hiérarchie. Au niveau médical, vous savez, les médecins français ne sont pas très différents des médecins belges ou des médecins hollandais ou des médecins québécois. Le jour où la loi dépénalisera le corps médical, ils agiront comme feront leurs collègues étrangers. Le problème, c'est qu'ils ont actuellement deux épées de Damoclès sur la tête. Un, la justice républicaine, qui pour l'instant considère que c'est un meurtre, etc. Et la justice du Conseil de l'ordre, qui du jour au lendemain peut vous suspendre. Donc, il faut vraiment avoir un courage pour aller contre ces deux types de justice. Ça, c'est un premier groupe. Le deuxième groupe, je dirais, c'est le groupe religieux. C'est tout de même stupéfiant. Toutes les religions monothéistes, et quand j'étais invité à l'Élysée, j'étais le seul à défendre mon point de vue par rapport à tous les représentants des religions, catholiques, protestantes, orthodoxes, musulmanes, juifs, bouddhistes. Tout était unanime pour dire que non, il ne faut pas y toucher, la loi est sacrée. Et moi, je suis d'accord que la loi est sacrée, mais encore faut-il qu'il la prône partout. Moi, j'aimerais bien que les orthodoxes disent à M. Kirill à Moscou, arrêtez de soutenir M. Poutine. Moi, j'aimerais bien que les musulmans disent au Hamas, arrêtez de massacrer les juifs. J'aimerais bien les juifs disent à M. Netanyahou, arrêtez de massacrer les musulmans, ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne parle pas des catholiques qui ont soutenu les dictatures dans l'Amérique latine, entre autres. Donc, que ces gens-là se réunissent, et je suis tout à fait pour, je respecte parfaitement les convictions des uns et des autres, mais qu'ils se réunissent pour quelque chose de valable, pour la paix dans le monde, pour arrêter les conflits, mais qu'ils ne se réunissent pas de façon unanime. C'est le seul point où ils sont d'accord sur le problème de la fin de vie, de gens qui ont une maladie grave et incurable et qui sont en fin de vie. Je suis désolé, mais ça me révolte. Sur le plan politique. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir politique, excusez-moi. J'ai oublié la troisième partie. Mais c'était ma question, donc je vous laisse. Le politique est complètement frileux. Ils n'osent pas et c'est pas rentable, c'est pas vis-à-vis des électeurs, alors que c'est faux, c'est rentable au niveau des électeurs. Mais il y a toujours une frilosité, je le décris. Vous savez le nombre d'anecdotes médicales politiques que j'ai eues dans mon livre Le médecin, liberté et la mort. J'ai toujours été stupéfait de voir le fait qu'ils ne sont plus porte-parole du peuple. Quand le peuple dit on veut, eh ben non, on affirme autre chose. Donc voilà, entre les médecins, les religions, le monde politique, ça fait une obstruction très importante parce que tous ces groupes sont extrêmement puissants. Et quand je vous parlais des religions, ils ont un pouvoir considérable puisque, par exemple, la Société française des soins palliatifs est entièrement tenue par les catholiques, ce qui explique sa position opposée à toute évolution de la loi. Or, je regrette, c'est un service public, avec un financement public. Et moi, quand j'étais à l'hôpital laïque, je ne tenais pas compte de la religion des uns et des autres et de l'idéologie des uns et des autres. J'étais là pour soigner les malades, point, c'est tout. Et les soins palliatifs, pour lesquels je suis absolument pour, devraient être comme en Belgique, sans frontières entre ce qu'ils proposent de soins palliatifs et le jour où les gens souhaitent l'aide active à mourir. C'est une question de liberté, ce n'est pas une question de dignité. La dignité, il y en a à accepter son sort, à accepter la souffrance, et je la respecte. Mais il y a autant de dignité à refuser de voir son corps complètement défiguré, souffrir, ne plus être ce qu'il est, où la vie est en train de disparaître. Et donc, ce n'est pas un problème de dignité, c'est un problème de liberté. Moi, j'ai un point de vue, je ne veux pas l'imposer aux autres, que chacun décide pour lui. C'est tout ce qu'on demande, et c'est ça qui est important. Et du reste,
On voit un certain nombre de gens, du reste, qui changent d'opinion. Hein. Regardez Monsieur Darmanin, hein, c'est pourtant pas qu'un gauchiste épouvantable. Ce n'est pas Monsieur Juppé, ce n'est pas non plus un excité libertaire. Ils ont dit récemment, il faut que la loi chambre, parce qu'on l'a vécu auprès de notre famille. Voilà, je crois qu'il faut que des gens d'horizons différents se disent, ça suffit, il faut accepter. Et d'autre part, ce qui est important, c'est que de toute façon, ça ne touche qu'une petite partie, une fraction de la population. 3,5% des personnes qui décèdent en Belgique, 4% en Hollande, 6% au Québec, etc., etc. Mais, ce qui est fondamental, et ça, pourquoi, en fin de compte, les enquêtes sociologiques montrent que les gens ne veulent pas revenir en arrière. Par exemple, les enquêtes qui ont été faites en Belgique, 80% des gens ne veulent plus qu'on touche à la loi. C'est qu'en fait, cette loi désangoisse. Et le nombre de fois avec mes malades, j'ai observé que lorsqu'on leur annonçait qu'en effet, on répondrait à leurs demandes quand ça serait nécessaire, on le déciderait ensemble. Voilà, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça sur un coup de tête. C'est difficile, c'est lent. Et ben rien que le fait de le savoir, qu'ils pourraient en profiter, ils étaient désangoissés. Et j'ai vu des patients qui repartaient en voyage alors qu'ils avaient un cancer du pancréas, qu'ils avaient un cancer du poumon, parce qu'ils vivaient leurs derniers moments. Et ils n'étaient pas dans l'angoisse permanente de se dire comment ça va se passer. Et ça, c'est un des points les plus importants de la loi. C'est désangoisser la population. Et c'est désangoisser les malades. C'est mon objectif de médecin. Et donc justement, là, on vient de faire le parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays qui ont déjà légiféré en la matière. En Belgique, donc vous l'avez évoqué, il y a plus de 20 ans d'application de cette loi, donc justement pour l'aide active à mourir. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel la France pourrait se baser. C'est que, vous l'avez dit, personne ne veut revenir en arrière aujourd'hui. C'est quelque chose qui est ancré et qui est aujourd'hui complètement accepté et connu de tous. Si vous voulez, c'est très simple. Les Belges ont 25 ans d'expérience. Est-ce qu'il y a eu des massacres d'handicapés, des massacres d'invalides en Belgique? Les gens ne sont pas fous. Il n'y a pas eu. Donc on arrête de mentir sur des choses qui n'ont pas existé. Pareil au Québec. Alors les gens disent, oui, mais le chiffre augmente. Oui, vous passez de 3,2 à 3,5, c'est normal. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de cette possibilité. Mais enfin, ça ne change rien en fait. La Suisse, ça fait 35 ans, 40 ans qu'ils ont cette expérience. D'expérience différente des Belges, puisque les Belges, c'est l'aide médicale, c'est-à-dire la présence d'un médecin, et les Suisses, c'est le suicide assisté, c'est-à-dire que les gens se font l'injection eux-mêmes. Nous, en France, on est toujours à la pointe du non-progrès. On est les rois de la liberté, mais sauf qu'on est toujours en retard. Je vous rappelle que l'esclavage, on n'a pas été les premiers, le vote des femmes, on n'a pas été les premiers, la contraception, on n'a pas été les premiers, l'IVG, on n'a pas été les premiers, mariage poutou, on n'a pas été les premiers, et la fin de vie, on est loin d'être les premiers. Donc, au lieu de tenir compte de l'évolution des autres, de l'analyse de ce qu'ils ont vécu, on va dire, nous, on va faire mieux, et on discute. Il y en a qui disent, non, mais il ne faut pas se précipiter. Alors, ceux-là, ils sont remarquables, parce que ça fait 40 ans qu'on aborde le problème. Et voilà, nous ne savons pas, nous n'avons pas l'humilité de dire les autres ont fait mieux que nous. Et ça, c'est la France. On est toujours avec une arrogance incroyable, et c'est désolant. Vous venez de l'évoquer à l'instant, le retard français. Est-ce qu'au-delà des questions idéologiques, politiques qu'on a évoquées un peu précédemment, est-ce que le retard français au global, il n'est pas culturel aussi? Est-ce que ça ne sous-tend pas un malaise plus profond dans la société encore présent par rapport justement à ces questions en lien avec la mort, avec la fin de vie? Écoutez, je ne crois pas que la société française soit plus en retard, encore que je pense qu'elle est plus en retard que la société espagnole. L'Espagne qui était, disons, avec une influence religieuse très importante, que le Portugal. Ce sont des pays qui ont continué et qui ont évolué. Moins vite que la Belgique et la Hollande, mais qui ont évolué. Le Québec, c'est tout de même pas un gouvernement révolutionnaire, etc. Non, ce sont des gens qui ont réfléchi, qui ont compris qu'il fallait faire quelque chose et qui ont évolué. Il y avait une chose intéressante. Du reste, l'évolution est intéressante chez nous. Elle montre à quel point il y a un conservatisme viscéral. La commission parlementaire à laquelle j'ai participé, j'étais invité, qui a eu lieu avant le vote du mois de mai, avait dit dans la commission, il est souhaitable, si on veut faire vraiment une loi à la française, d'offrir aux malades la possibilité de choisir entre l'aide médicale, avec présence d'un médecin,
ou le suicide assisté pour ceux qui ont le courage et la possibilité de le faire. Donc c'était dans le projet de la commission parlementaire. Quand c'est passé devant l'Assemblée, ça a déjà été supprimé, le côté aide médicale. On l'a réduit au cas où les gens ne pouvaient absolument plus faire le suicide assisté. Mais on est resté sur le suicide assisté. C'est-à-dire qu'on essaye de rejoindre la Suisse qui a ça depuis 40 ans. Et puis, il y a eu le problème du Sénat qui a tout simplement effacé la loi, et on repart sur une loi, moi, qui m'inquiète, parce qu'on veut absolument faire plaisir aux uns et aux autres, et à force de faire plaisir aux uns et aux autres, c'était comme pour la loi Claes-Leonetti, et ben on finit par avoir un texte qui sera sans pouvoir énorme. Voilà. Il y a des phrases qui sont importantes, mais il y en a d'autres qu'on a rajoutées. Je vais vous prendre des exemples. Il est marqué au départ que c'était pour des malades qui avaient une maladie grave et incurable au stade avancé. Mais il a été rajouté, au cours d'un amendement, oui, avec un pronostic vital engagé. Ça change tout. Parce que si vous ne mettez pas cette phrase, un pronostic vital engagé, ceux qui ont une maladie neurodégénérative et qui ne sont pas un pronostic vital immédiat engagé ne pourront pas profiter de la loi. Ne pourront pas. Il y a d'autres choses, d'autres exemples. Il suffit de peu de choses pour que la loi soit inefficace. Je vais vous prendre un autre exemple. Il est marqué que seuls les médecins en activité auront le droit d'intervenir. Intervenir, c'est-à-dire d'être présent, hein, c'est pas injecter le produit, d'être présent. C'est-à-dire que vous éliminez tous les médecins retraités qui ont du temps à donner aux malades. Car ça demande du temps d'écouter les malades, ça demande du temps de les suivre, ça demande du temps de voir les évolutions dans un sens, dans un autre. Et ça ne se fait pas avec une consultation de médecine générale d'un médecin qui est débordé. Donc il y avait une possibilité de faire quelque chose d'intéressant, et du reste il y a un amendement qui a été déposé par le député Rousset, disant il faudrait que les médecins en retraite puissent participer à cela. Il y a beaucoup et bénévolement, parce que ça fait partie de la solidarité. C'est comme ça au Canada, c'est comme ça en Belgique. C'est très important. Eh ben non, on est revenu aux médecins en activité, ce qui rendra très difficile l'application de la loi. Et puis enfin dernier, moi ce que j'attends, c'est le décret d'application. Parce que vous savez que les lois peuvent être votées sans avoir de décret d'application. La présidente de l'Assemblée nationale récemment a tiré la sonnette d'alarme sur le nombre de lois qui avaient été votées qui n'avaient pas de décret d'application. Et bien là, il peut y avoir ce risque-là. Soit il y aura une dissolution et puis un nouveau gouvernement qui fera marche arrière, soit il n'y aura pas de décret d'application, etc. Donc je suis assez inquiet sur les fonctions de sa loi, même si, il faut le dire, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant. C'est une première réflexion, je dirais, humaine du sujet, et non pas une réflexion idéologique ou religieuse. Vous avez évoqué à l'instant le rôle des praticiens retraités. J'en profite pour évoquer une tribune au Monde que vous avez signée en mai 2025 et qui justement appelle la participation active des praticiens retraités dans le cadre de ces débats sur une potentielle loi sur la fin de vie. On approche de la fin de cette interview. Une dernière question en lien donc, justement avec la séquence politique actuelle. Vous avez sollicité à plusieurs reprises à travers votre association donc des parlementaires. Quels ont été plutôt leur retour sur la question? Est-ce que vous sentez vraiment une envie de bien faire, une envie de vouloir avancer sur le domaine? Écoutez, il y a une envie de vouloir avancer, elle est certaine. Mais il y a aussi une envie de satisfaire un peu tout le monde. Et c'est ça, comme je vous le disais tout à l'heure, qui m'inquiète. Parce qu'à force de rajouter des petites phrases qui freinent l'application de la loi, on risque d'avoir un intitulé comme la sédation profonde et continue jusqu'au décès, hein, et puis ensuite une application impossible. C'est ça ma crainte. Je pense que philosophiquement, idéologiquement, je dirais médicalement, cette loi apporte un plus, à condition que, je dirais, les députés restent fermes sur les critères qu'ils ont définis, qui sont bons, qui sont déjà extrêmement restrictifs, et puis qu'on en reste là. Qu'on ne retourne pas au Sénat, qu'on ne retourne pas je dirais, en chambre intermédiaire, quand je sais plus comment vous avez dit. Et non, faut stopper le débat. Il y a un moment, ça suffit. Dernière question, vous avez évoqué tout à l'heure une frilosité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, une forme de peur politique à assumer cette réforme? Ah oui. Ouais, alors ça, je comprends absolument pas, parce que moi, je serais député,
je serais comme Falorni, hein, je serais pour, parce que c'est la meilleure façon de nous faire élire. Hein. Disons, au moins, c'est un élément. Parce que quand il y a 80% de la population qui désire, il faut mieux aller dans le bon sens et d'aller dans le même sens. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais encore que, je trouve que ça correspond au fossé dont on parle souvent entre les groupes élitistes et la population. Je dirais même pareil, dans les religions, c'est pareil. Les enquêtes qui ont été faites montrent que, par exemple, 60% des catholiques souhaitent un changement de la loi. Et par contre, on voit les évêques qui se réunissent pour dire non, c'est épouvantable, etc. Donc ça, on connaît. Ça a été fait à chaque fois qu'il y a eu un changement sociologique. Et c'est pareil au niveau des médecins. C'est le Conseil de l'ordre qui bloque, alors que nombre de médecins sont tout à fait pour ce changement. Je suis certain que 3-4 ans après que la loi sera votée et qu'on pourra l'appliquer, 60% des médecins l'auront intégré dans leur pratique comme leurs collègues belges ou leurs collègues canadiens. Merci Denis Labeille d'être intervenu ce midi dans la Méridienne à ce sujet. J'en profite pour indiquer également à nos auditeurs et auditrices qu'il est possible de solliciter le député de sa circonscription à ce sujet, donc en vue du prochain vote solennel prévu à l'Assemblée le 24 février. C'est disponible sur le site de l'association choisirmafindevie.org. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce numéro de la Méridienne est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté. L'épisode sera retrouvé en podcast comme tous les autres sur le site phoenix.fm et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à Émile, fidèle à la technique. Je vous retrouve avec plaisir demain à 13h. Mais d'ici là, votre dose quotidienne d'actualité culturelle, c'est à 18h avec Flavie dans la belle antenne. Bon après-midi à l'écoute de Radio Phoenix.